Merci Jérôme. Bonjour à tout le monde. C'est avec grand plaisir là que je vous parle depuis le Québec. Merci à Jérôme et à l'équipe pour l'invitation. Donc, je vais commencer par vous expliquer un peu ce qui m'a amené dans le monde des champignons. Euh, En fait, euh, quand j'étais au Sénégal, j'ai développé un projet autour d'un jardin communautaire. Euh, L'idée était de créer un espace de partage où on se rencontrait, on passait du bon temps. Et puis la finalité était de développer un modèle qu'on pouvait apprendre, par exemple, aux femmes qui ont des enfants qui vont à l'école pour résoudre deux problèmes. Donc, d'abord, c'est plus pour qu'elles puissent avoir des légumes pour mieux nourrir les enfants. Donc, ici, contrer, si vous voulez, les effets de la malnutrition pour que l'enfant puisse mieux se concentrer à l'école. Et puis, s'il y avait un restant, qu'elle puisse vendre ça pour acheter des fournitures. Et puis, pof, le tour est joué. Le concept était que ce jardin-là, il était ouvert. Donc, moi, tout ce que je faisais, c'était de la mobilisation communautaire. J'ai invité du monde à venir travailler avec nous. Et puis, là, une journée, Jérôme peut passer par là, il peut arroser. S'il trouve que les plantes ne vont pas bien, il peut intervenir pourvu que ce soit du bio. Je me rappelle même une fois, j'étais malade, j'étais revenu au Canada et puis ce sont des volontaires de la France, des États-Unis, du Canada qui venaient s'en occuper, qui m'amenaient des photos. C'était vraiment plaisant. Ils recevaient des écoles, des enfants qui les montraient tout. Donc, tout allait bien. Jusqu'à un certain moment, je ne sais pas si vous voyez la photo que j'ai partagée ici. En fait, j'achetais de l'eau, je faisais venir de l'eau parce que le Sénégal, c'est un pays quand même sahélien, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à me rendre compte de la quantité d'eau qu'il fallait pour arroser une toute petite surface. C'est vraiment beaucoup d'eau là. C'était beaucoup d'argent, c'était beaucoup d'eau. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben non, le modèle n'est plus valable. Parce que moi qui voulais l'apprendre à des femmes qui n'ont pas de moyens, où est-ce qu'elles vont trouver l'eau? Et puis elles sont à Dakar, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc ça ne marchait pas. À partir de là, j'ai commencé à me re-questionner pour dire que mais je vais trouver autre chose. OK, une autre activité facile à faire qui peut générer de l'argent, mais qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Et puis, c'est ainsi que, de fil en aiguille, en réfléchissant, en demandant à des gens, je suis tombé sur les champignons. Puis là, j'ai pris congé, je suis revenu au Canada, j'ai appris à le faire et puis je suis retourné au Sénégal. Donc, c'est ce qui m'a amené aux champignons. Maintenant, pour vous parler des potentialités que nous offrent les champignons, peut-être qu'au lieu de dire le mot champignon, je dirais plutôt mycélium. Parce que le champignon, ici, moi, je le vois plutôt comme le fruit, OK? Alors que le mycélium, c'est la semence qu'il faut pour avoir le champignon. Et c'est là qu'on a vraiment, c'est là que ça devient intéressant, qu'on a beaucoup plus de potentiel. Mais pour mieux situer les choses, là, on va prendre comme une étude de cas, un tout petit peu là. Euh, Prenons n'importe quelle communauté africaine. Par communauté, là, j'entends deux personnes. Ça peut être une capitale, ça peut être une communauté villageoise. J'ai essayé ici de lister un certain nombre de défis. C'est sûr que ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour qu'on puisse se comprendre. La plupart de ces communautés-là font face à des défis de croissance démographique, surtout au niveau des jeunes. Et puis, on sait qu'un des plus grands défis de l'Afrique à l'horizon 2035 et 2050, c'est comment donner de l'emploi aux jeunes. Il n'y a pas de solution magique. Les communautés aussi ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Il y a un problème d'exode rural, donc de relève.
les communautés africaines qui sont à 90% agricoles consomment actuellement à peu près 60-70% de produits importés et encore de mauvaise qualité. Ces communautés font face à des besoins en infrastructure, comme par exemple la construction de routes, construire des maisons, etc. Pourquoi j'introduis ce point? C'est un peu pour parler de la problématique du sable. Parce qu'il faut savoir que le sable, c'est la deuxième ressource la plus consommée après l'eau. En 2006, je pense que non, en 2016, en fait, quand j'étais au Sénégal, j'ai été conseiller d'un maire très ambitieux qui veut faire de sa commune rurale une commune émergente. Vraiment, là, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de ressources qu'on mettait là-dessus. Moi, j'étais son conseiller personnel. Je suis venu à Montréal pour le représenter à une conférence économique. Puis après que j'ai présenté le projet, c'était bien. Monsieur s'est approché de moi pour me dire, mais Monsieur Sow, tout ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'avez-vous pensé au sable? Ou est-ce que vous allez prendre tout le sable que vous allez utiliser pour arriver à vos objectifs? Donc, à partir de ce jour, j'ai commencé à me questionner, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? Y a-t-il réellement une problématique avec le sable ou pas? Et effectivement, oui, il y a un très grand problème avec le sable pour l'avenir. Et on va revenir à ça. Ben, si je continue, hein, les défis des communautés, ben, comme je disais tantôt, ce sont des communautés agricoles. Donc, actuellement, hein, elles font face à des défis pour avoir de l'engrais, pour avoir des pesticides. Tout ça, c'est des coûts en argent et puis le coût en environnement est très, très énorme. Mais si on prend l'agriculture ou la pisciculture, c'est pareil. Pour acheter les aliments, c'est très difficile, ça coûte très, très cher. Ce sont des projets que j'ai eu à gérer au Sénégal. Je sais de quoi est-ce que je parle. Mais si on continue un peu plus loin, certaines sociétés, certaines compagnies qui ont des ressources naturelles, comme par exemple des mines, les bauxite ou autres, les eaux sont polluées partout, partout, partout. Mais il y a, selon les changements climatiques, mais voilà, c'est une liste qu'on peut continuer à citer toute la journée. Donc, à partir de là, la question qui se pose, à mon avis, ben, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faut trouver quand même des pistes de solutions pour que ces sociétés continuent à exister, parce qu'il faut, elles vont continuer à exister. Moi, je pense que une des pistes de solution, c'est vraiment le mycélium. Bon, jusque maintenant, là, ces dernières années, la culture des champignons commence à prendre de l'ampleur en Afrique, mais simplement sous un angle de production. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes qui s'y intéressent pour produire, les vendre et consommer. Bon, à la rigueur, ben, il y en a qui vont les sécher, bon, parce que sinon, ça va pourrir. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. On considère plutôt le mycélium comme un levier pour un développement durable, un développement soutenu, un développement harmonieux. Pourquoi je le dis? Je vais partager avec vous ici une image qui montre un peu les domaines dans lesquels le mycélium est utilisé actuellement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas là du futur, c'est actuel là. Donc, on voit que le mycélium est utilisé autant dans la construction que dans le transport, en pharmacie, en agroalimentaire, en textile. Mais il y a pas mal d'habits actuellement, c'est un mycélium, les ordinateurs, l'aérospatial, le traitement de l'eau, l'industrie chimique, l'industrie automobile, l'énergie, l'électricité. Mais on voit que partout, partout, le mycélium est omniprésent là. Mais c'est soit qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas, et il va occuper de plus en plus d'espace à l'avenir parce qu'on n'a pas de choix.
Si je reviens par exemple à l'exemple que j'ai donné tantôt par rapport à la problématique du sable, parce qu'on utilise le sable pour faire des briques, pour faire du béton, il y a des tests concluants qui ont été faits par des startups, donc qui fait que on peut utiliser le mycélium pour en faire des briques. Et ça, c'est une des solutions qui est de plus en plus envisagée. On l'utilise pour faire des lustres actuellement, comme je disais, on l'utilise à la place du cuivre. On l'utilise pour tout. On l'utilise pour la conservation des aliments. Et ici, pour concrétiser, pour donner des exemples concrets à ça, je vais revenir un peu à mon cheminement en Afrique. C'est-à-dire que moi, je pense que on pourrait utiliser l'approche du développement communautaire pour bien identifier des défis et très bien établir des partenariats pour explorer les potentialités du mycélium pour trouver des solutions. Par exemple, au Sénégal, ce que j'ai eu à faire, oui, j'ai travaillé, bon, déjà, je travaillais dans le domaine de la nutrition. Donc, j'étais très bien au courant de la problématique de la malnutrition chez les enfants. Donc, moi, j'ai accentué mes recherches à ce niveau. Ce qui fait que depuis lors, j'ai développé une farine infantile à base de champignons. Mais pour le faire, il a fallu des partenariats parce que c'est du recherche et développement. Ça prend du temps, c'est coûteux, hein, ça prend du temps. Pour y arriver, j'avais un laboratoire qui m'accompagnait pour les tests. Donc, il y avait l'ITA aussi qui était là parce qu'il y a un département de mycologie. Eux, ils m'aidaient à avoir de la documentation par rapport à des publications scientifiques. Donc, partant de ça, moi, je modélisais les choses, je faisais mes recherches et puis je validais le tout par des laboratoires universitaires qui étaient là, notamment à l'université chez Campagnoc. Donc, ce qui m'a amené, par exemple, à ce produit, c'est-à-dire un complément alimentaire à base de moringa et de champignons et d'autres choses. OK? Donc, c'est vraiment du local, là. On fait de la recherche appliquée pour avoir de l'impact pour résoudre des problèmes communautaires. C'est très, très important. Autre chose qu'on a eu à faire, je vais essayer de trouver ici. Donc, ça, c'est des champignons qu'on produisait, qu'on séchait, et puis qu'on partageait, par exemple, à des dames, parce qu'elles peuvent utiliser la poudre n'importe où. Okay? Pour en faire dans des salades, pour donner aux enfants, tout. Et puis, là, je vais descendre un peu, m'excuser, ça prend du temps, mais bon, on va y arriver. Donc, je cherchais la photo de la farine infantile que je ne trouve pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on avait fait. Mais tout ça aussi était, comme je vous parlais aussi de partenariat, c'est-à-dire que moi, avant de donner tous ces aliments-là aux familles, par exemple, c'est passé aussi par toutes les agences gouvernementales pour avoir de la documentation comme quoi ce que je donnais, c'était un aliment de qualité. C'est-à-dire ça répondait aux exigences qualité établies par le gouvernement sénégalais. Ça, c'est très, très important parce qu'en Afrique, les gens connaissent plus les champignons, hein, les champignons non comestibles que les champignons comestibles. OK? Donc, ici, c'était qu'un exemple concret de ce qu'on peut faire avec les champignons au-delà de simplement la production pour les ventes et les consommations. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on fait ici. Ce n'est qu'un élément qui vient expliquer ce que je vous ai montré dans le schéma précédent, c'est-à-dire l'application au niveau de l'agroalimentaire. Là, je vais partager avec vous une photo que j'aime très bien qui illustre
aussi ce qu'on peut faire avec les champignons au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Parce que je pense que si on veut parler réellement de développement durable de l'Afrique, on va parler réellement de développement de l'agriculture et par après de l'agroalimentaire. On entend tous les gouvernements parler d'agriculture, d'agrobusiness, mais bon, là pour moi, là, ça veut rien, enfin, ça veut pas dire grand-chose parce que rien n'est mis en place réellement pour que ça soit durable. Et oui, on dit qu'on a subventionné pour acheter des machines, pour acheter de l'engrais, et puis ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas ça vraiment l'agriculture durable. Ici, je partage avec vous cette image pour montrer ce qu'on peut faire avec les champignons. C'est une étude qui a été faite par un Américain, Dr. Daniel Green. Il a pris pour exemple le substrat usagé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé par exemple de la paille pour produire des champignons, qu'est-ce qu'on en fait avec le substrat qui reste, c'est-à-dire avec le résidu? Ben oui, là, il a essayé de faire de l'expérimentation. Imaginez-vous qu'avec ce résidu, on peut l'utiliser comme compost. Donc là, si encore on revient maintenant au niveau des défis dont je vous avais parlé, puisque l'Afrique quand même, ce sont des communautés rurales, ce sont des communautés agricoles. Donc, si on prend un exemple, ben, moi par exemple, j'ai un petit lopin de terre, j'ai cultivé mon riz, j'ai récolté le riz, après ça, j'ai de la paille. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, actuellement, quand les gens ont de la paille, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent aux animaux ou bien ils l'enfouissent dans la terre. Alors qu'on aurait pu prendre cette paille, d'abord en faire du champignon, cultiver des champignons. Donc, on va récolter des champignons. Je vous précise que le champignon a un marché en Afrique. Je vais parler plus de Dakar parce que c'est la ville que je connais mieux dans ce domaine-là. Vous allez dans n'importe quel supermarché, même dans les quartiers les plus reculés, ils vendent du champignon. S'ils vendent du champignon, c'est parce que ça marche. C'est parce qu'il y a une clientèle qui est là. Et dans mon quartier à Dakar, j'avais vu une fois des champignons en vente. Le kilo était à 20 000 francs CFA. Ça, là, on parle de 50 dollars. Vous imaginez le kilo à 50 dollars. Alors que moi, ça ne me coûtait que 1 dollar pour faire 1 kilo de champignons quand j'étais à Dakar. Donc, ce qu'on aurait pu faire avec, je reviens à l'exemple, donc avec ma paille, on aurait pu l'utiliser par exemple pour en faire des champignons. Une fois qu'on a fait les champignons, donc le résidu, on peut l'utiliser pour nourrir les poissons par exemple, ou bien pour en faire du compost. Là, je vais rester vraiment dans le cadre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. OK? Mais si on le transforme en compost, on peut l'utiliser pour amendement. Dans ce cas, ben, c'est bon pour l'agriculture. Et puis après ça, on récolte ce qu'on a fait. On a encore des résidus agricoles ben, qu'on peut utiliser, soit pour nourrir les animaux, ou bien pour en faire aussi comme substrat pour faire des champignons. Et puis, si on l'utilise pour nourrir les animaux, comme par exemple une vache, on prend la bouse, on peut l'utiliser, le mélanger avec la paille pour en faire d'autres champignons, comme les champignons de Paris. Ça peut être par exemple aussi la fiente de volaille. On peut utiliser la fiente de volaille, on mélange avec de la paille pour produire par exemple des champignons de Paris. Vous voyez ici, là, c'est qu'à partir d'une ressource, on est en train par exemple d'augmenter les revenus d'une famille. Si par exemple, on prend une famille rurale là, qui cultive du riz, donc le résidu, la paille qu'ils ont, on est en train de multiplier, de démultiplier sa valeur là. Et là, ce qui peut arriver avec ça, c'est plus de richesse. Si on peut mettre ça, par exemple, les jeunes, un jeune par exemple qui était tenté par l'exode rural, lui, ça lui fait une activité génératrice de revenus qui peut l'inciter à mieux rester. Donc, en même temps, on règle le problème de la relève, on règle le problème d'immigration, le problème d'émigration, pas mal de choses. À cela aussi s'ajoute le problème de malnutrition parce que les champignons sont connus être riches en protéines. Donc, on peut le donner aux enfants, mais oui, c'est plus de nutriments, plus de concentration à l'école avec tous les effets positifs à long terme. OK?
c'est plus d'argent pour aller à la pharmacie, pour aller à l'hôpital, tout. On n'a pas créé de nouvelles ressources, on n'a pas presque investi beaucoup plus d'argent. On a juste changé les manières de faire en nous focalisant sur le durable. OK, donc je reviens au schéma ici. Donc, après aussi, hein, donc là, on fait nos mélanges et puis on produit nos champignons. Et ces champignons-là, si vous vous rappelez du schéma précédent, on peut par exemple l'utiliser dans l'alimentation, dans la médecine, dans tout ce que vous voulez. OK? Et le circuit est fermé, est fermé, est fermé, est fermé. Et c'est ça la richesse pour nous. Donc, on voit que à partir de ce qu'on a, on peut faire mieux. Et là, je reviens maintenant au niveau, par exemple, des pays africains. Ce qui fait que, ce qui m'amène à redire que, donc, oui, pour moi, là, on peut dire l'agriculture, mais on peut dire, par exemple, que, ben non, on s'engage à développer un modèle basé sur le mycélium. Parce que si on maîtrise le mycélium, on forme les gens là-dessus, on a toute une chaîne de valeur, tout un développement durable. Là, je prends juste quelques exemples. On peut l'utiliser pour construire des maisons, on peut l'utiliser pour en faire des voitures, mais on peut l'utiliser pour faire la nourriture, on peut l'utiliser pour faire des biostimulants qui sont très bons pour l'agriculture, on peut l'utiliser pour la nutrition animale, on peut l'utiliser pour la nutrition humaine. Mais vous voyez-vous, là, ça change là, hein? Là, ça change. Même de cette agriculture qu'on est en train de parler là, on crée les conditions gagnantes, on crée des conditions, oui, pour la mise en place, pour exploiter une agriculture qui est durable. Parce que sinon, pour moi, là, si c'est pour aller acheter à gauche des engrais, hein, aller acheter à droite comment ça s'appelle, des semences, venir mettre tout ça ensemble, le paysan n'est même pas formé, il n'est pas habitué. Ça, c'est bon. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais on peut changer de paradigme. Mais pour ça, il y a des préalables. Et ces préalables-là, je pense qu'il faut de l'engagement. Au niveau des États, il faut de l'engagement politique. C'est-à-dire, il faut des visionnaires, il faut des gens capables de prendre des décisions qui changent, hein, qui sont là pour travailler pour le monde, qui prennent en considération les besoins réels, pas pour parler, pour plaire là. Donc, ça prend de l'engagement politique. Après cet engagement politique-là, ça prend maintenant de créer les conditions favorables. Et parmi ces conditions favorables-là, il y a la formation. Il faut former les gens. Former les gens, c'est vraiment les expliquer en quoi le mycélium peut changer leur vie, peut changer le monde. Parce que maintenant, on ne peut pas changer le local si on ne change pas le global. Donc, tout est lié. Donc, comme première condition, c'est de former les gens. Deuxième condition préalable, là, il faut mettre les moyens à la disposition des gens pour pouvoir avoir l'accès à l'argent. Parce que on sait que tout coûte cher, surtout la recherche. Parce que si on veut faire ce que je vous ai montré, ça prend de faire de la recherche. La recherche, elle est longue et elle est coûteuse. Elle paraît être coûteuse, mais à long terme, elle est vraiment très, 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 très rentable. Pourquoi faire ces recherches aussi? Parce qu'actuellement, la plupart de la littérature qui existe là, ça parle vraiment, si je prends la production de champignons, ça parle de production de champignons en milieu contrôlé. Un milieu contrôlé. Et qui dit milieu contrôlé dit investissement. Qui dit investissement dit beaucoup d'argent. OK? Et généralement, ce sont des tests qui ont été faits dans des pays occidentaux. Ce que moi j'ai fait à Dakar, ben oui, c'est de lire ce qui est écrit, mais j'ai essayé de faire des tests de faisabilité au niveau local. Ce qui fait que je vais vous montrer ici un modèle de champignonnière que j'ai eu à utiliser. Regardez ici. C'était vraiment quelque chose de très rustique, de très, très simple. Je l'ai commencé d'abord, j'ai commencé les expérimentations dans mon salon. Et je me suis fait un petit espace parce que je n'avais pas beaucoup d'espace. Je venais d'arriver à Dakar. Et au fur et à mesure, je suis allé sur mon balcon. J'ai essayé de faire mieux. Voyez-vous, là, moins, ce ne sont pas de grands investissements. Et je vais vous montrer ici des résultats, un exemple de résultats que j'ai pu avoir. C'est ça.
vraiment de très beaux champignons, très, très grands, des résultats extraordinaires. Et tout ça dans des environnements vraiment très simples et pas compliqués. Mais il a fallu faire de la recherche et développement pour aller chercher les températures optimales, parce que Dakar quand même est une ville qui est très très chaude, et pour aller chercher des humidités, des taux d'humidité optimaux pour que les champignons puissent croître, et c'est possible en Afrique et sans beaucoup d'investissement. Pour vous parler un peu de ces conditions que je parle là, parce que je pense aussi que tout développement durable de l'Afrique passe par les investissements sur les jeunes. Quand j'étais au Sénégal, je gérais un projet d'entrepreneuriat jeunesse dans le domaine de l'agriculture. Et je me rappelle que ces jeunes-là avaient fait un exercice si vous voulez, définir les 3 éléments qui les empêchaient de réussir dans le domaine de l'agriculture. C'était la formation, c'était le financement et le foncier. Et là, ça tombe bien parce qu'avec les champignons, on peut facilement sauter ces trois boulons-là. Par exemple, pour exceller dans la production des champignons, là, on n'avait pas besoin de beaucoup de formation. Juste un tout petit peu de formation. Je vous ai montré une champignonnière, c'est très, très simple. Donc là, on saute le premier, la formation. Pour se lancer dans cette affaire, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissement. Vous avez vu ce que j'ai fait là, c'est à peu près une hutte là, en Afrique. Tout le monde peut faire ça. Vous avez un arbre, vous construisez en bas votre champignonnière juste pour maîtriser la température, un tout petit peu l'humidité, paf, et c'est parti. Peut-être que la plus grande difficulté, c'est qu'on va trouver du mycélium, mais bon, ça, on est en train de travailler là-dessus avec d'autres personnes pour essayer de régler partiellement ce problème aussi. Et le problème du foncier. Pour produire les champignons, vous n'avez pas besoin de terre. Vous n'avez besoin que d'un substrat. Et ce substrat-là, ça peut être de la paille, n'importe quelle paille. Ça peut être du carton. Du carton, on jette ça un peu partout en Afrique. Il suffit d'aller dans les marchés. À peu près tous les résidus sont utilisables pour en faire du champignon. Donc, voyez-vous, juste en s'alignant sur ça, on arrive à régler pas mal de problèmes parce qu'on saute ces 3 verrous. Et là, je vais prendre maintenant les métiers qu'on peut développer en lien avec l'agriculture, avec le mycélium. Si je prends la champignonnière que je vous ai montrée, oui, elle est très simple. Mais pour la faire fonctionner, j'ai besoin de certaines choses. Par exemple, pour faire mon mycélium, moi, il fallait que j'achète des céréales. Je vais vous montrer ici un exemple de mycélium que je faisais. C'est ça. Ça, c'est mon mycélium que j'ai développé au Sénégal à base de sorgho. Donc, pour avoir mon sorgho, je faisais en sorte de l'acheter avec des femmes qui avaient des enfants qui allaient à l'école. Parce que ce qui arrive au Sénégal, et là je reviens encore comment ça s'appelle, à la démarche du développement communautaire. Ce qui arrive au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le Oupté Djangté, c'est-à-dire que les cours commencent le premier jour de l'ouverture de l'école. Mais ce qui arrive, pendant cette période, les parents d'élèves qui sont des agriculteurs n'ont pas encore vendu les récoltes. Donc, ils n'ont pas les fournitures scolaires. Là, c'était un problème, là, ça bloquait quelque part. Mais le modèle que je testais là-bas, c'était de dire que je vais prendre au moins 1 ou 2 familles qui ont des enfants qui vont à l'école. Moi, je n'achète que mes céréales qu'avec ces familles-là, avant les ouvertures des écoles. Donc, dans ce cas, ils avaient un peu plus d'argent pour acheter des fournitures pour amener les enfants à l'école. Donc, voyez-vous, on essaye, à partir du mycélium, de régler des problèmes qui sont là. C'est du concret là. Donc, moi, j'avais mes céréales, je développais mon mycélium pour faire mes recherches, et puis ces familles avaient un peu d'argent pour acheter les fournitures, et le premier jour de l'école, l'enfant continuait l'école. Donc, ça en est un. Donc,
pour faire fonctionner une champignonnière, je reviens à ce que je disais, j'ai besoin de céréales. Ce qui fait que, normalement, pour quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup de mycélium là, ou beaucoup de céréales, il va falloir qu'il ait des fournisseurs de céréales, et puis pas n'importe lesquels, des personnes qui sont à mesure de lui vendre du bon céréales. Parce que les problèmes, par exemple, que j'avais au début au Sénégal, j'allais au marché, j'achetais mes céréales, c'est plein de sable et de petits cailloux pour que ça pèse. Moi, j'amène ça à la maison, ça ne me sert pas à grand-chose parce que pour faire mon mycélium, j'étais obligé de repasser tout ça au tamis, ça me prenait énormément de temps. Donc, finalement, j'ai trouvé des femmes qui pouvaient faire ce travail préliminaire. Donc, ça, c'est une opportunité déjà d'écoulement. Donc, s'il y a un jeune, par exemple, qui est en milieu rural, qui est en agriculture avec ses parents, qui produisent des céréales comme le mil ou le sorgho ou le maïs, voici une autre opportunité qui est là de préparer juste les céréales pour du mycélium. Une autre personne peut se spécialiser, par exemple, dans la production du mycélium. Ça met aussi une opportunité d'affaires. Et celui qui veut faire la production, dans ce cas, il vient s'approvisionner au niveau de celui qui fait le mycélium. Parce que c'est très difficile en même temps qu'on produise, qu'on fasse de la recherche, qu'on produise le mycélium. Mais oui, là, si c'est quelqu'un qui veut faire de la production, comme moi, par exemple, quand j'étais au Sénégal, il fallait que je le fasse. Donc, il me fallait aussi de la paille, tout pour construire la champignonnière, mais il me fallait aussi des gens qui étaient habiles à le faire. Donc, en voici d'autres spécialisations de personnes qui peuvent se spécialiser tout simplement sur la construction de champignonnières. OK, maintenant, après ça, une fois qu'on a fait pousser les champignons avec toutes les possibilités qui sont autour, ben, il y a d'autres personnes qui peuvent se spécialiser dans la transformation. Si vous vous rappelez les bocaux que je vous ai montrés tantôt là, et ça, c'est du champignon séché. On peut utiliser, par exemple, pour faire pas mal de choses. Par exemple, pour faire les épices. Donc, il y a d'autres personnes qui sont dans la transformation agroalimentaire, qui peuvent les prendre pour en faire des épices. OK? Et là, ben, c'est toute une chaîne qui ne s'arrête pas là. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui vont juste être vendeurs. Et là, il y a les restaurants, il y a les aéroports, il y a tout. Et à côté aussi, il y a maintenant ceux qui vont faire du recherche et développement. Donc, vous prenez le mycélium qui est là, vous faites votre recherche et développement. Par exemple, moi, ici au Canada, actuellement, encore, je fais de la recherche et développement. Je suis en train de développer, par exemple, à Jérôme, il ne faut pas rire, hein, je suis en train, par exemple, de développer comment ça s'appelle, un biostimulant fongique parce que là, moi, quand je suis revenu après le Sénégal, je suis revenu au Québec, je suis venu m'installer en milieu rural. Là, je reviens encore à l'approche développement communautaire. Ici, il y a beaucoup de fermiers. Parler avec eux, avec le changement climatique, avec tout ce qui arrive, ils ont des problèmes. Hein? La sécheresse, tout. Et une des choses qu'on utilisait pour lutter contre ce qu'on appelle, le stress abiotique, ce sont les biostimulants. Mais actuellement, sur le marché, ce sont des biostimulants qui sont faits à partir d'algues. Ces algues-là étant dans l'eau, on a encore un impact dans l'écosystème. Donc, une des alternatives, c'est de développer des biostimulants fongiques en allant chercher certaines propriétés du mycélium. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire ici. On travaille aussi au niveau de la nutrition humaine, de la nutrition animale. Avec la commune où je suis, on est en train de travailler sur le traitement des eaux communales. Donc, si je reprends en Afrique, j'avais parlé des problématiques d'accès à l'eau potable. Donc, on peut utiliser le mycélium encore pour traiter les eaux. On peut utiliser le mycélium encore pour traiter les eaux polluées par les compagnies minières. Donc, voyez-vous, et là, ça devient encore intéressant pour garder des jeunes en région, par exemple. Un jeune qui allait étudier, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, il revient, là, il va faire des métiers qui sont valorisants et qui rapportent beaucoup d'argent parce que c'est de la recherche et développement. Ce sont des startups qui sont reconnues mondialement, qui sont compétitifs pour tout. Voici une manière encore d'avoir de l'impact à nos régions, de ramener les jeunes dans les régions et comme ça, ils contribuent à la relève et à régler des problèmes systémiques qui sont là. Donc, je pense que là, on est d'accord. C'est sûr que le but de l'exercice ici, c'est de montrer les potentialités qui sont là et puis des choses qui sont en train de se faire concrètement, qu'on est en train de faire à notre niveau. Ce n'est pas un rêve là, ce n'est pas dans 10, 15, 20 ans là.
Ça se fait maintenant, là. Hein. Hein, on est dans un réseau. Moi, je reviens un peu, je remercie hein, les Jérôme et autres. À un certain moment, je ne connaissais pas du tout. Il a fallu que j'intègre sur Internet. On a un forum, hein, le forum sur le mycélium, sur les champignons. J'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup de solidarité. Et en peu de temps, je suis devenu administrateur. J'invite ceux qui sont intéressés à aller s'y inscrire, à apprendre petit à petit. Ça s'apprend bien et ça se fait à beaucoup de solidarité. Tout est possible. Et puis, à essayer de changer de paradigme, à essayer de changer la manière de penser, à voir vraiment plus grand et à oser. Parce qu'il faut oser. Et ça, c'est oser. Si on ose, on peut tout faire. Tout est possible. Mais il faut avoir de l'audace. Il faut se former, avoir de l'audace, aller chercher les ressources où elles sont. Ne pas d'abord penser aux ressources financières. Ça, c'est après. La plus grande ressource dont on a besoin, ce sont les ressources humaines. Parce que c'est les plus renouvelables. Une fois qu'on les a, tout le reste, là, ça va suivre. Mais si vous mettez dès devant, là, dès le début, comment? Le comment, ben non, 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 ça ne marche pas. Parce que là, vous allez vous buter à l'argent. Alors que non, il faut travailler d'abord sur le quoi, le projet. Qu'est-ce que vous apportez qui change le monde, qui change votre d'abord, hein, il faut aller d'abord du plus petit au plus grand. L'approche développement communautaire, qu'est-ce que moi je vais changer d'abord dans ma communauté? Parce que c'est ça qui va m'amener plus loin. Si tu ne peux pas changer ta communauté, là, tu ne peux rien changer. Il faut donc partir de ta communauté. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux explorer avec le mycélium? Parce que ce sont des explorations. On explore le mycélium pour aller trouver des solutions à des problèmes systémiques. D'abord, il faut écouter ta communauté, il faut parler avec les gens, bien cibler le projet. Le problème, aller maintenant nouer des partenariats. Les partenariats, ça fait partie des préalables que les gouvernements doivent mettre en place. Par exemple, des institutions de recherche, comme nous ici au Canada, il y en a beaucoup. Des institutions de recherche, des institutions spécialisées, des financements qui sont accessibles aux jeunes. Et puis après, de fil en aiguille, on fait de belles choses, on change les choses. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, un peu avant de finir, là, pour les communautés, par exemple, africaines, ben, qu'est-ce qui nous a toujours caractérisé, hein, qui est toujours reconnu, qui a été reconnu, c'est la solidarité. La solidarité, là, ça nous a toujours aidé, ça a toujours existé. Ben, on sait que, moi, je me rappelle quand, par exemple, hein, il y a des gens dans le passé qui avaient un toit à refaire. Tout le monde vient, on l'aide, et puis quand monsieur, tel autre veut faire une activité, tout le monde vient, on les aide. Ça a été la base des coopératives. Ici, on a beaucoup de coopératives. Moi, je pense que, donc, au niveau du modèle économique, par exemple, le pays, on peut dire que, ben, oui, on se base sur un modèle, on prend un modèle de développement basé sur les champignons et puis sur un modèle de développement basé aussi sur le coopératif. Pourquoi le coopératif? C'est pour qu'on puisse mettre les forces ensemble, justement. On puisse mettre les forces ensemble pour essayer de mieux vaincre les résistances. Essayer de mieux vaincre les résistances. Donc, moi, je pense que les deux l'ont mis ensemble avec de la formation, avec un processus d'accès à des financements et puis avec tous les résultats qu'il est là maintenant, si on essaie par truchement de profiter maintenant de tout ce que nous offrent les nouvelles technologies, la venue de la 5G, oui, là, on peut changer pas mal de choses, aller de l'avant en si peu de temps. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis, je vais voir ici, je pense que j'ai partagé toutes les images que je voulais. Oui, voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Hein, Jérôme?